Steve Bikaï, bonjour. Bonjour. Je vous rencontre ici à Washington, aux États-Unis d'Amérique, où vient également de tomber la décision, c'est jeudi, sanctionnant l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Ses avoirs ont été gelés et il est notamment interdit à toutes les entités américaines ou les personnes américaines de ne pas entrer en contact avec ou faire des affaires avec lui, pour son implication, selon les États-Unis, dans la déstabilisation de la partie est du pays. Quelle est votre première réaction? Ma réaction est que c'est très déplorable de la part de l'ancien chef de l'État de finir comme l'ancien président Kabila est en train de finir. Donc partir du sommet, du prestige et retomber dans cette posture de quelqu'un qui déstabilise le pays, qui lui a tout donné. Le peuple congolais lui a tout donné et la RDC. Aller, n'est-ce pas, se mettre avec l'agresseur rwandais, c'est ce que ça veut dire pour nous déstabiliser. Je crois que ce n'est pas normal. Et puis, si le président Kabila avait suivi mon conseil à l'époque, il ne serait pas arrivé là. Parce que c'était quoi ce conseil? Je lui avais conseillé à l'époque de rejoindre l'Union sacrée à la demande du chef de l'État. Avec tous ses députés, ses groupements, on ne serait pas arrivé là. Son entourage a préféré l'induire en erreur. Aujourd'hui, il devient errant ici et là. Et ses collaborateurs sont arrêtés. Eh ben, aujourd'hui, c'est la preuve que les gens qui sont arrêtés de perdre, c'est parce qu'ils étaient justement en connivence avec lui pour nous déstabiliser. Donc, je dis que c'est déplorable aujourd'hui, mais je préfère. C'est un grand jour. C'est un grand jour parce que pourquoi? Ça marque le début de la fin de l'époque des rébellions, n'est-ce pas, des attaques au pays par les étrangers. Et là, j'ai dit coup de chapeau au chef de l'État Tshisekedi parce que c'est sa politique qui nous amène là. C'est l'ère des prises de pouvoir par des coups d'État, par des rébellions et révolus. Voilà pourquoi la nouvelle ère nécessite qu'on ait de nouvelles règles de jeu, notamment une nouvelle constitution, pour tourner la page de cette époque sombre de Kabila avec son agression rwandaise. Mais Joseph Kabila n'a jamais reconnu travailler avec le Rwandais pour déstabiliser la partie est du pays. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Hein. Donc, pour savoir c'est un manguier, le manguier n'a pas à dire qu'il est manguier. On sait voir qu'il produit les mangues et puis on comprend que c'est un manguier. Et comme disait Ole Soyinka, donc l'écrivain kenyan, eh ben, on ne reconnaît pas le tigre par ses déclarations. Ils sont sur la proie, on sait que le tigre, il n'a pas déclaré sa tigritude. Mais en traitant sur le terrain, la situation demeure la même. Les forces rwandaises sont toujours là, Goma, Bukavu et Bunagana et toutes les autres entités sous contrôle de la rébellion depuis 2022 sont toujours sous l'occupation. Quelle devait être la prochaine étape selon vous, Steve? Non, la prochaine étape, d'abord je vous dis que c'est un processus. Les territoires seront récupérés justement, c'est en 2026. La prochaine étape qui est attendue, ce sont des sanctions contre Kagame. Parce qu'on a sanctionné des Nanga, on a sanctionné l'armée rwandaise, certains officiers. Sans pour autant et que maintenant, ça change, on doit sanctionner le maître de tout. Parce que le maître de tous les autres, de Kagame, de Kabila, le maître de Nanga, de Kabila et autres, c'est Kagame. Or, il est chef de l'État. Le bien le sanctionner, c'est-à-dire, c'est le mettre hors d'état de nuire. C'est-à-dire, il faut le mettre hors du pouvoir. Est-ce que Tant qu'il sera au pouvoir, c'est compliqué. Maintenant, nous attendons l'autre étape. C'est que Kagame soit sanctionné par son éviction du pouvoir à Kigali. Donc, vous êtes là tranquille, vous, majorité, donc le pouvoir, Congo, vous regardez que les États-Unis prennent plutôt position contre celui qui agresse le pays. On ne regarde pas, on se bat. Et ce combat se fait dans les tranchées, sur le front militaire. Et le combat se fait aussi sur le plan diplomatique. C'est tout à fait normal.
Eh ben, nous travaillons. En même temps, on est en train de réorganiser notre armée, n'est-ce pas, pour défendre notre territoire. Que répondez-vous à ceux qui pensent que les États-Unis ont quitté leur rôle de médiateur et qu'ils ont fait leur choix entre Kinshasa et Kigali? Oui, un médiateur qui s'est dit neutre face à une injustice, il n'est pas neutre. C'est-à-dire, il compatit ou bien il est d'accord avec l'agresseur. Ben, ici, on a donné la chance au M23 de se retirer, on a donné la chance à Kagame de retirer ses troupes, ils sont tête. Ben, c'est tout à fait normal que les États-Unis puissent accélérer les pressions pour pousser la partie qui ne veut pas respecter l'accord de le faire. Je crois que les États-Unis sont dans le droit de pouvoir faire ce qu'il fait parce que c'est l'honneur, même le prestige chez le président Trump qui sont en pâture par le comportement de Kigali qui ne pas respecter l'accord qui a été signé librement à Washington. L'UDPS et la majorité organisent le samedi une marche pour remercier Washington. Cette mise en scène d'une dépendance à la décision américaine ne contredit-elle pas le discours souverainiste porté par vous? On ne va pas célébrer. Et d'ailleurs, j'ai appelé Kinshasa pour demander que le Parti travailliste soit actif et présent dans cette manifestation. Il ne s'agit pas, pour moi, il ne s'agit pas de remercier Washington. Je ne vois pas ça sous cet angle-là. Pour moi, il s'agit de saluer, n'est-ce pas, l'aboutissement des efforts entrepris par la diplomatie congolaise, de les soutenir, le chef d'État sécurité, de continuer avec cet élan pour, n'est-ce pas, arriver à obtenir des victoires sans combattre, n'est-ce pas, sans beaucoup de morts, faire l'économie du sang. Pour moi, le Parti travailliste va participer à cette manifestation, pas pour remercier les États-Unis, mais pour féliciter le chef de l'État du fait que cette diplomatie est en train de porter les fruits. Pourquoi la majorité ne se mobilise pas pour les élections qui se profilent déjà de 2028? Il y a la hiérarchie des priorités. Aujourd'hui, que le pays est occupé, la plus grande priorité, c'est récupérer les territoires occupés. Donc, on ne peut pas parler élection aujourd'hui, c'est le cas de l'Ukraine. En Ukraine, il y a la guerre, on ne va pas élection. C'est-à-dire, on ne peut pas aller aux élections en laissant une bonne partie de notre pays entre les mains de l'étranger. Donc, on doit d'abord récupérer les territoires occupés et ensuite penser à aller aux élections. Si on est en guerre et que c'est la priorité des priorités, peut-on également dire qu'on ne peut pas changer la Constitution en temps de guerre? On ne peut pas changer. On ne peut pas changer. Voilà pourquoi le président de la République avait commencé... Pourtant, vous militez non. Pour les changements de la Constitution. Le président de la République avait parlé des réformes constitutionnelles, n'est-ce pas? Il avait demandé le changement. Quand la guerre s'est amplifiée, il s'est arrêté. Il a arrêté. Et aujourd'hui, le débat s'est invité dans la classe politique. Ouais. C'est un débat informel. Ni l'Union sacrée, ni le chef de l'État, personne n'a lancé le débat sur des réformes constitutionnelles. Ça, c'est la liberté d'expression des uns des autres. Mais vous, personnellement, vous en appelez Il y a les Congolais qui sont contre les révisions constitutionnelles, qui sont contre le changement de la Constitution. Et nous sommes d'accord avec ça pour des raisons évidentes. Et c'est la démocratie. Ceux qui s'opposent sont les Congolais, sont en droit de le faire. Donc, et nous qui voulons changer, on est Congolais. Voilà pourquoi il faut se référer au peuple souverain primaire qui va nous départager. Qui va vous départager par les référendums avant ou après la guerre? C'est après avant de récupérer nos territoires. On ne doit pas parler élection. On ne doit pas parler changement de constitution, ni révision constitutionnelle. Mais parce que d'ailleurs, la constitution actuelle interdit qu'on puisse faire des révisions pendant que le pays est en guerre. Mais qu'est-ce qui se passe alors si on n'organise pas les élections dans les temps et qu'on atteigne 2028, c'est la limite constitutionnelle pour la fin du deuxième Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. C'est la Constitution qui répond à la question. À l'article 110, la Constitution est claire. C'est-à-dire le chef de l'État en fonction, le Parlement en fonction, seront remplacés par d'autres élus. Tant qu'on n'aura pas de nouveaux élus, eh ben,
le président continue et les parlements continuent. C'est une évidence. L'opposition ne l'attend pas de cette oreille. Mais l'opposition n'attend pas, c'est tout à fait normal, parce qu'on ne doit pas tous avoir un même point de vue. L'opposition est en droit de contester ce que nous disons. Mais maintenant, entre contester et réalité, il y a un pas. Est-ce que l'opposition aujourd'hui, nous parlons parce que nous avons le peuple avec nous. La preuve est que le peuple soutient le chef de l'État, nous soutient. La rue est calme. L'opposition, aujourd'hui, elle est morte. Elle est maltraitée parce qu'elle est maltraitée. Non, quand on est opposant, on ne peut pas justifier son incapacité à travailler par la maltraitance, parce qu'on a connu dans notre pays un pouvoir plus féroce qui est celui de Mobutu. Mais les Tshisekedi, les Kibasa et consorts n'ont pas fui le pays comme aujourd'hui. Les autres ont fui. Il y en avait bien sûr qui ont fui. Non, écoutez, si vous fuyez, vous êtes poltron. Alors, tout celui qui pense que... Votre pouvoir a poussé certains opposants, journalistes, acteurs de la société civile, vivent aujourd'hui en exil. Ce sont des poltrons. Votre pouvoir a mis beaucoup de gens en prison, arrête. Beaucoup de gens comme cachots, comme clandestins. Comme qui? Il y a beaucoup d'opposants. Non, dites-moi lesquels. Vous avez Chadari qui est aux arrêts, vous avez Minakou aux arrêts, vous avez Setskikouni qui est parti en exil parce que plusieurs fois arrêté. Il faut faire la part des choses entre l'opposition et la subversion. Vous voyez? Donc même ici aux États-Unis, même en Europe, quand on passe la subversion, ben, on doit être poursuivi. Aucune juridiction n'a établi que ces personnes sont poursuivies pour subversion. Aujourd'hui, avec les sanctions contre le président Kabila par les Américains, qui sont très bien informés, c'est pas la justice. Cela veut dire, écoutez, cela veut dire que les collaborateurs de Kabila qui sont arrêtés étaient des mèches dans cette mission de servir le pays. C'est ce que vous dites, si vous êtes riche, ça ne veut pas dire que vos collaborateurs sont riches. Non, c'est clair. Et puis, il y a des enquêtes qui se font. Aujourd'hui, les Américains ont arrêté le président vénézuélien, ils l'ont amené ici aux États-Unis pour les juger. En dehors de tout cadre légal. C'est pourquoi? C'est en dehors de tout cadre légal. Alors, il légal. sera jugé après. C'est comme les gens qui sont arrêtés pour leur connivence avec les ennemis de notre peuple. Eh bien, ils auront le temps d'être entendus et ils vont se défendre. Donc aujourd'hui, l'opposition est morte, sa belle mort, elle n'existait pas au Congo. La rue est calme. Il y a des opposants, il n'y a pas d'opposition. Parce que quand on dit opposition, on voit leader, on voit la masse, on voit le peuple. Or, aujourd'hui, les opposants sont déconnectés de notre population et le peuple est derrière le chef de l'État et derrière l'Union sacrée. L'opposition conteste cela et avance. Mais elle est où, au fait, l'opposition? Elle est où? Dites-moi aujourd'hui, qui est cet opposant qui peut lancer un mot d'ordre à Kinshasa et qui sera suivi ou dans le pays? Je ne sais pas. Je vous dis merci, Steve Mikaï. Et c'est moi qui vous remercie.